Bonjour à vous, ODF Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette vidéo d'ODF TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ovie les méprises. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de l'édition. Au sommaire de cette édition. Dans le courrier des ODF Notes, c'est Gilles Durand, membre du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, qui vous parle d'un drone avec une forme particulière. Dans la méprise du mois, c'est Bruno Botta et Anne Duguy, groupe d'ufologues indépendants, qui vont vous parler de méprise avec des planeurs. Luc Chastan, webmaster du site Base OVNI France, va vous partager son anti-anecdote du veilleur. Dans la question de l'édition, c'est l'ufologue et veilleur Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, mais également membre du SAU et reporter d'ODF TV du département de Lyon et des départements limitrophes, qui va vous raconter ses souvenirs de veillée. Puis dans le dossier de cette édition, nous allons aborder les méprises avec les ballons. Avant de commencer cette nouvelle édition, je tiens à rappeler quelques petits détails. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous nos vidéos, mais pourvu que ces commentaires soient constructifs. Les messages insultants, haineux, acerbes ou même les trolls seront éjectés de suite. Et n'oubliez pas deux choses très importantes, le respect et la tolérance. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Commençons tout d'abord par le courrier des ODF Notes. Nous retrouvons à présent Gilles Durand, membre de l'association du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, qui va vous parler de drones avec une forme assez particulière. Est-ce que maintenant il y a des drones sous coupe volante hein. Moi j'en ai vu j'en ai vu quand j'étais aux Pays-Bas à Maastricht en 2015-16, ouais, peut-être 2016. Sur le marché de Maastricht, on avait trouvé avec Joël. On avait trouvé un drone sous coupe volante. C'est-à-dire que c'est un drone quadri-rotor, mais habillé comme une soucoupe volante. Oui, il valait cher. Hein. Oui, là, oui, c'était pas donné. Hein. Ouais, c'est peut-être 300 €, un truc comme ça. Passons dès à présent à la méprise du mois. Nous sommes à côté d'un petit aérodrome où est lancé des planeurs. Et dernièrement, on a quand même fait la méprise planeur, mais on a réussi à expliquer les vidéos que vous pourrez voir dans quelques minutes. D'où ça venait en fait. Alors on était à Rennes-le-Château, sur l'esplanade qui domine la vallée, et on avait la vue sur ce petit aérodrome près de Puy-Vert. Et on voyait des flashs lumineux dans le ciel. En fait, ça faisait comme des boules lumineuses qui apparaissaient dans le ciel au-dessus de l'horizon. Et ça se reproduisait, alors c'était très curieux. Et en zoomant avec l'appareil photo, on a réussi, au bout d'un long moment, à distinguer les petits planeurs. On arrivait à distinguer les détails, en fait, un peu plus. Ici, on les a vus en grand, et en fait, c'est le planeur, quand il tourne, qui, d'un seul coup, sa carlingue et son cockpit reflètent le soleil, et ça fait comme des boules lumineuses qui évoluent dans le ciel. On a vraiment l'impression. C'était vraiment très spectaculaire, et on est très contents, en fait. On n'est pas du tout déçus. On a la réponse au mystère, en fait. Là. Une belle méprise, on dirait. Un planeur. Une grande catapulte qui lance le planeur. Et c'est ça qu'on entendait tout à l'heure. Voilà la catapulte. C'est le bruit Je du l'ai. vent dans la catapulte. Je l'ai à la descente, la catapulte, c'est bon. Ouais. C'est exactement ça qu'on voyait. Et tu vois voilà, ça brille. Tac. Tu vois les flashs de lumière? Non, je prends la catapulte. Et voilà, c'est tombé. J'aime beaucoup débunker comme ça des méprises. Ouais, ouais. Et il faut aller sur le terrain pour vérifier. Bien sûr, c'est une évidence.
Moi, je n'ai jamais fait de veillée. Ouais, aucune. Jamais. Jamais. Tu crois que parce que tu vas aller dans la nature pendant te cailler derrière pendant toute une nuit, les ovnis vont venir ce jour-là? Il faut arrêter, quoi. C'est prétentieux de vouloir aller voir des ovnis. Ça veut dire que tu pars du principe que les ovnis ils sont tout le temps autour de nous, à nous observer en permanence. Non. À la limite, j'irai peut-être sur une veillée un jour, mais c'est juste pour regarder les étoiles. Dans ces cas-là, je choisirai un coin où tu vois bien les étoiles. Alors Rémi, je te retrouve en veillée. Oui. Nous sommes pas très loin de là où tu as commencé tes veillées. Alors peux-tu nous raconter à quel âge tu partais sur la colline de Fleury? Oh, bah, à l'âge de 16-17 ans à peu près, la colline qui est juste derrière nous. On montait, on allait avec les copains, on y allait à pied, hein, le soir, on partait de chez moi à pied, on traversait les petits chemins comme ça, avec des lampes. Et on avait des lampes torches à l'époque, on avait même des lampes qui faisaient un peu gyrophare, au cas où on ait des ennuis, qu'il y en a qui tombent ou quelque chose comme ça, qu'il allume son gyrophare pour se repérer. On traversait tous les lateux, etc., les bois, les chemins dans les bois, et puis on montait direction le chemin de la colline qui a juste en face le garage de Loïc Morisseau, à peu près, enfin un peu décalé légèrement. Puis on montait là-haut et puis on faisait des veillées, on regardait, puis on redescendait, on ramenait des fois, on se ramenait à 3-4 heures du matin, les parents nous laissaient faire, ils avaient l'habitude. Putain, l'étoile filante. Oui, Ah, t'as raté une étoile j'ai filante. pas vu, oui. Ah, tu l'as peut-être filmé. Et puis on redescendait à 3-4 heures du matin, et ce qu'on avait fait pour être tranquille vis-à-vis des parents et tout ça, c'est qu'on logeait tous les copains, on logeait sous la toile de tente. On avait mis une toile de tente dans le jardin, une toile de tente qui pouvait accueillir 3-4 personnes. Et on dormait sous la toile de tente jour et nuit, jour et nuit, on était sous la toile de tente jour et nuit. Et quand on rentrait le soir, on discutait sous la toile de tente jusqu'au petit matin, puis on dormait dans la matinée, et on se réveillait vers midi, et puis on remettait ça 2 jours après, etc. On était avec les copains Philibert Rouchot, j'étais avec Patrick Sénégas, j'étais avec Didier Bourrel, les gens qui ont arrêté l'ufologie d'ailleurs maintenant. Il y en a un d'ailleurs qui est décédé dans le lot. Mais c'était des gens Philippe Rouchot était de Ponceau, c'était mon copain, il était de Ponceau, il habitait Ponceau avec moi. Et puis les autres étaient d'Auxerre. Voilà. Donc on se donnait rendez-vous, il logeait ici sous la toile de tente. Philibert, il dormait chez lui à Ponceau, et puis les autres, ils dormaient dans la toile de tente. On était à 3 là-dedans, et puis on se serrait un peu les coudes, mais on dormait là, et puis après, la nuit, on partait. Voilà. Et on faisait aussi des veillées, on avait fait aussi des veillées autour de la toile de tente. On avait un champ à côté où maintenant il y a des constructions, puisqu'on a vendu le terrain en terrain à bâtir, donc il y a des constructions, mais là avant c'était un champ qui était fauché, et puis on mettait la toile de tente là, et puis on faisait des veillées aussi autour de la toile de tente, tout simplement. Donc à Ponceau, à côté de notre maison. Bien, merci Rémi. Il n'y a pas de... Il y a quelques semaines en arrière, a été diffusée massivement sur les réseaux ufologiques en France et dans le monde une vidéo où on voyait au loin un objet d'aspect cigare avec une lumière turquoise ou bleue en son centre. Cela a fait grand débat dans les groupes et certains ont même pensé que c'était l'invasion. Alors que c'était tout bonnement le ballon dirigeable publicitaire Goodyear. Ce ballon, je l'ai filmé en juillet 2013 alors que j'étais en Haute-Saône, comme vous pouvez voir la vidéo, que nous verrons plus tard. Les ballons d'enfants, ballons dirigeables, ballons publicitaires, ballons qui vont dans la stratosphère, sont autant de méprises que font les gens qui font des observations diurnes, voire même nocturnes. Et c'est le thème de ce dossier.
Par le biais d'interviews, d'ufologues, de veilleurs, de n'importe quelle tendance, nous allons vous partager quelques cas d'observation qui étaient à la base inexpliqués et diurnes, qui étaient en fait des méprises avec des ballons. Cet épisode sera illustré de nombreuses séquences vidéo de ballons que j'ai moi-même filmés au cours de balades, de randonnées et qui sont dans la playlist des objets volants identifiés du compte ODH TV Archives. Selon le site méprisduciel.fr, information du 16 mai 2021, il y a des ballons anti-grêle, des ballons à LED, des ballons captifs, des ballons fantaisie, des ballons solaires, des ballons sondes et des ballons stratosphériques. Dans ce dossier, nous allons vous partager quelques types de ballons, dont les ballons publicitaires, les ballons utilisés au cours d'événements sportifs ou autres, les ballons solaires, les ballons qui servent à la photographie aérienne, les ballons à LED et les ballons à hydrogène. Et nous finirons par des canulars qu'il y a eu au cours de la vague d'OVNI de 1954 en France. Il y a eu des confusions de cigares volants avec des dirigeables publicitaires. Il y en a eu plusieurs, et puis pas il y a 50 ans, c'était il y a 15 ans. Il y a d'autant plus aujourd'hui, il y a des confusions possibles. Mais alors là, moi je l'ai vu 2 fois. Ce sont les petits dirigeables, enfin c'est pas des dirigeables, c'est les petits ballons captifs en forme de saucisse. Tu sais, façon guerre de 14, tu vois. Un truc oblong avec des stabilisateurs. Avec des stabilisateurs. C'est translucide, avec une caméra à l'intérieur, ou en dessous, tu vois. Et c'est utilisé par les pompiers. Dans certains incendies, moi je l'ai vu donc à Gennevilliers quand l'entreprise de Richebourg qui fait du recyclage a pris feu. Le feu a duré pendant une semaine, je crois. Pour voir l'incendie de dessus, les pompiers il y avait 40 camions de pompiers là, c'était incroyable, t'en avais partout. On pouvait pas rouler, nous on était à vélo, on pouvait pas rouler sur la piste cyclable, il y avait des camions de pompiers sur des kilomètres, enfin j'exagère à peine, enfin sur au moins 1 kilomètre, il y avait des camions qui se étaient à la queue leu. Et ils avaient donc mis un ballon captif avec une caméra, donc il y en avait un qui était avec son ordinateur et qui voyait exactement l'incendie de dessus. Ça leur permettait de diriger leur lance où il fallait. Mais quand tu le vois, tu vois un truc qui reflète le soleil, et c'est impressionnant. Et ils en avaient mis un aussi, à la comment ça s'appelle les zones quand il y avait la coupe d'Europe là, au-dessus de la fan zone qu'il y avait au pied du champ de Mars, il y avait aussi un ballon comme ça pour voir la foule et les mouvements de foule. Voilà, et c'est incroyable, hein. C'est vraiment un truc translucide et on voit parfaitement le contour, la silhouette. Connaissez-vous les ballons à LED ? Alors les ballons à LED, ça aussi, ça a procuré pas mal de méprises par le passé et encore de nos jours. En fait, ce sont des ballons gonflés à l'hélium. En plus, maintenant, l'hélium, on peut en trouver dans les boutiques de farce et attrape, avec une petite lumière LED dedans, d'une seule couleur ou qui peut changer de couleur. Ainsi, quand vous observez ça de nuit, vous avez l'impression que c'est une boule lumineuse de couleur opaque et non brillante. Et ça produit énormément de méprise. Les ballons à LED ont à peu près le même fonctionnement que les Sky Lanterns ou les lanternes volantes. Simplement, pourquoi ? Parce qu'ils sont lâchés de la même façon, pour les mêmes occasions, donc les mariages, les fêtes, etc. Sauf qu'ils ont une caractéristique un peu plus compliqué à déceler, notamment pour les enquêteurs ou les veilleurs, simplement parce que les lanternes par exemple, eh bien souvent on peut voir une source lumineuse plus vive au centre, la nuit, etc. Les ballons LED, c'est tout autre chose. Pourquoi ? Alors les ballons à LED ont 2 caractéristiques, bien souvent, les principaux. C'est les formes de ballons tout à fait ordinaires, qu'on peut voir dans les anniversaires, etc., ceux qu'on décore. Donc ils ont la même forme, donc plus gros au-dessus et en pointe vers le dessous. Et alors il y a les autres qui sont vraiment totalement sphériques. Et c'est les sphériques le plus dangereux justement. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Les ballons normaux, donc plus gros dessus et qui terminent en pointe vers le bas, sont parfois un peu plus faciles à déceler. Pourquoi? Parce qu'en bas, nous pouvons apercevoir vraiment à la pointe du ballon vers le dessous une source vive, plus vive que le dessus du ballon. Il y a aussi les couleurs, un peu comme les lanternes. Les lanternes, bon, il y a diverses couleurs, comme j'ai déjà expliqué. Il y a des couleurs orange, bleu, etc. Et les ballons LED, il y a vraiment toutes les couleurs. Le problème, c'est que la luminosité des ballons, bien souvent, elle est blanche des ballons LED. Et c'est cette couleur blanche qui fait que les ballons ont une espèce d'apparence de fluo. On peut dire ça comme ça. On dirait que les couleurs sont fluo. Donc vous en avez affaire, par exemple, avec des ballons qui sont vert fluo, jaune, violet, rouge, blanc, etc. Donc c'est vraiment, ça donne vraiment une couleur vive. Par exemple sur le ciel noir, c'est vraiment une couleur vive, vraiment flashante. Ça c'est un un ballon, comment on appelle ça, un ballon pif. Enfin, ça ressemble à un ballon pif, c'est-à-dire c'est un truc qui se gonfle avec la chaleur, la chaleur du soleil. Donc c'est un ballon solaire. Voilà. Donc c'est un ballon solaire, n'est-ce pas? Je vais pas le déplier. Hein. En fait, le ballon solaire, bon, c'est quelque chose qui se gonfle avec la chaleur du soleil. Hein, donc c'est hermétique. Donc l'air qu'il y a dedans chauffe, se dilate. Donc le ballon gonfle et il s'envole. On a vu un 747 croiser un ballon solaire et qu'il l'a pris pour un ovni. Alors c'est tout noir. C'est un ballon pif, il est tout noir, quoi. Bien sûr, il faut que la surface soit le plus noire possible pour que ça absorbe les rayons du soleil. Voilà, donc ça a été l'objet de plusieurs méprises. D'ailleurs, ça a fait la couverture d'un numéro d'Omniprésence. Oui, c'est une expérience qu'on avait fait, c'est une expérience surtout de météorologie dans le cadre un peu des ballons sondes. On avait pris ce principe-là. On avait des ballons orange, pour bien qu'ils soient visibles, et on mettait le ballon sur le goulot d'une bouteille, où à l'intérieur de la bouteille on avait mis d'acide sulfurique, et on mettait des lamelles de zinc. Et donc ça produisait de l'hydrogène, et donc ça s'évaporait à l'intérieur du ballon, et ça gonflait le ballon. Et donc l'hydrogène étant plus léger que l'air, le ballon s'envolait. Voilà, c'était un petit ballon dirigeable qu'on faisait comme ça, après on fermait au niveau du goulot, de la bouche avec une ficelle du ballon. Et puis on le projetait en l'air et on voyait comment il suivait les courants d'air, etc. Et c'était un peu le principe des lanternes thaïlandaises, mais avec de l'hydrogène. Et donc on était monté, on se chronométrait avec les montres, on s'était coordonné avec les montres, et puis il y en a qui étaient montés sur la colline de Fleury, on avait dit à telle heure tu lâcheras les ballons, et puis on avait essayé de les voir, même sans paire de jumelles, hein, on avait des gros ballons de fête foraine qu'on avait récupérés, et puis on en avait lâché comme ça 3 ou 4, mais on ne les avait pas vus du haut de la colline de Fleury-la-Vallée. Donc c'est quand même des ballons qui faisaient à peu près des diamètres comme ça, quoi, hein, à peu près comme ça. Donc on les avait pas vus, on les avait pas repérés à l'œil nu, hein, à l'œil nu. Alors donc ça nous donne aussi une idée de distance et puis des phénomènes à observer. C'était intéressant. Peut-être qu'à la jumelle on les aurait vus. Et c'était en journée ou de nuit? Oui, c'était en journée qu'on avait fait ça, parce que la nuit on n'avait rien mis pour les éclairer, on n'aurait pas pu avec l'hydrogène sur exploser. Alors donc on avait fait ça de la journée, en pleine journée, avec soleil et tout, ciel bleu. C'était en été qu'on avait fait ça. C'était en quelle année? Oh là, on avait 16 ans à l'époque, c'était en 69-70 qu'on avait fait ça. Et est-ce qu'il y a eu des signalements de... Non, personne n'a signalé. Pourtant, on avait mis une petite ficelle, une ficelle à boucher, hein, tout simplement, pour entourer le gigot. Et avec une petite pancarte, si vous trouvez ce ballon-là, renvoyez-nous la petite pancarte, la petite étiquette à l'adresse. Et on avait reçu une fois, parce qu'on l'a fait plusieurs fois ça, on a reçu une fois une étiquette comme ça, comme quoi le ballon, on l'avait retrouvé, je crois, dans le Loiret ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui nous avait renvoyé ça à l'adresse qui figurait sur l'étiquette. Et c'est un ballon qui allait où? Oui, ça montait haut, hein, ça montait en haut des nuages, au niveau des nuages, et c'était pris par les courants aériens supérieurs.
Il y a aussi un cas que je vais citer, que j'ai donc, comment dirais-je, on a retrouvé des informations avec Rémi Fauchereau dans un journal qui s'appelait donc Le Sénonais libéré, qui était publié à Sens à partir de 1944, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait la presse française a été complètement a basculé du jour au lendemain après la libération de la France, enfin disons partielle même. Tous les journaux collabos ont été interdits et tous les journaux clandestins de la résistance sont devenus officiels. Donc le Sénonais libéré, comme on disait, il y avait Parisien libéré, et là c'est le Sénonais libéré parce que Sens avait été libéré. Et donc ce journal avait vu le jour, c'était un hebdomadaire. Et avec Rémi Fauchereau, il savait qu'il y avait la collection à la médiathèque de Sens. On a été voir un jour et on a épluché tout 54. Donc en fait, c'est un hebdo, donc ça ne fait pas beaucoup de numéros. Hein. Et on a trouvé une dizaine d'articles quand même. Et dedans, il y a un article qui dit qu'on a trouvé dans un bois à côté de Sens un cigare volant qui s'était craché là. Hein. Donc c'était un cigare qui faisait 2 mètres de long, fabriqué un peu comme je vous disais, avec du grillage, du papier journal, un petit peu peint en aluminium, avec des lampes torches, des lampes de poche accrochées un peu partout, 3-4 lampes de poche. Je dis, c'est incroyable, ça me rappelle quelque chose, ce truc. Et effectivement, on parlait de Clermont-Ferrand, quelques jours avant cet article, comment dirais-je, des plaisantins ont envoyé un cigare qu'ils avaient fabriqué de leurs mains, donc un truc de 2 mètres de long, qu'ils avaient fait avec du grillage et du papier journal, qu'ils avaient mis des lampes de poche accrochées, et ils l'ont balancé, et le truc, il est parti. Allez, hop, il est emporté par le vent, comme dirait l'autre. Et ben voilà, ce truc qui est parti de Clermont-Ferrand, il est tombé dans l'Yonne. Ça veut dire quand même qu'il a parcouru plus de 250 km avant de s'écraser. Qu'est-ce qu'il a pu, disons, initier comme méprise. Parce que le truc, en plus, il a pu changer de direction en fonction de l'aérologie. Donc ça va être un peu compliqué quand même à retrouver. Ça a peut-être été noté. Hein, je pense pas oui, mais est-ce qu'il a vraiment été en ligne droite? C'est ça le problème. Parce que s'il a été ballotté par les courants aériens, il a pu faire plusieurs centaines de kilomètres, mais en zigzag. Hein. Voilà. Mais ça, c'était quand même époustouflant, quoi. On ne s'attendait pas à trouver ce truc-là. Donc, on sait maintenant que ce canular qui a été fomenté en octobre 1954 par un groupe de plaisantins à Clermont-Ferrand, a au moins, même si on le prend à vol d'oiseau, déjà fait 300 km jusqu'à Sens. Hein, voilà. Je ne sais plus quelle question on leur pose, et il y a un monsieur qui dit « Oui, mais non, je vais vous raconter quelque chose. J'étais gamin en 1954, on voyait tellement de soucoupes partout, et avec des copains, on avait fabriqué des grosses baudruches avec du grillage, et qu'on recouvrait de papier qu'on collait ensemble, des feuilles de journal qu'on collait ensemble, et avec un ballon, on le gonflait, donc avec un truc plus léger clair. Donc il dit c'est des trucs qui faisaient environ 1 mètre de diamètre. C'était quand même un truc assez mastoc. Mais il dit il fallait ça parce qu'on mettait une lampe torche qu'on accrochait et qu'on allumait. Alors parfois on mettait un filtre rouge ou un filtre vert et hop on laissait ça partir. Et on en a envoyé plusieurs. On ne sait pas ce que c'est devenu, mais tu vois, peut-être que dans cette région-là, il y a eu des observations à partir de ce canular, quoi. Voilà. Mais ça, c'est des choses que les gens te disent en direct, mais qui n'ont jamais dit à personne. Donc, il y a certainement des tas de canulars comme ça qui n'ont pas été inventés. Il faut tomber par hasard sur quelqu'un qui va te raconter ce qu'il a fait pour s'amuser quand il était gamin, au moment où on voyait les soucoupes partout. Comme dit précédemment, il serait fortement intéressant, à l'heure actuelle, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre 2020,
Nous sommes en plein couvre-feu par rapport à la Covid-19 et les veillées de 21h à 6h, vaut mieux oublier de les faire. Donc c'est sûr qu'il serait intéressant à l'heure actuelle d'effectuer des veillées diurnes d'observation du ciel pour que les personnes puissent reconnaître et apprendre le ciel diurne. Et si vous avez effectué une observation et que vous avez un doute sur la nature du phénomène que vous avez observé par rapport à tout ce que nous vous avons expliqué dans l'astuce du veilleur, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition d'Ovie les méprises consacrée au ballon. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans cette nouvelle vidéo, les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Bien sûr, n'oubliez pas de consulter le site partenaire de ces émissions, Méprise du ciel. C'est un site très intéressant où vous pourrez peut-être retrouver et découvrir ce que vous avez observé anciennement ou récemment. Et n'hésitez pas à contacter son webmaster, c'est quelqu'un de fortement sympathique qui vous répondra avec plaisir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.